Bonsoir à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays du monde, célèbre la Journée internationale de la presse, une célébration qui s'est déroulée dans les rues de Cocody à travers une procession d'hommes et de femmes des médias. Le problème des effondrements d'immeubles persiste à Abidjan. Une famille a évité de justesse un drame la semaine dernière. Elle lance un appel aux autorités compétentes. Barack Obama disait « Nous devons défendre la liberté de la presse car les mensonges et la désinformation ne font pas le poids face à la vérité ». Une citation plus qu'actuelle. La Côte d'Ivoire célèbre ce mardi la Journée internationale de la presse, l'occasion pour les professionnels des médias de manifester pour ce droit humain fondamental. Mardoché Kwasi, Harouna Zeba. Le journalisme sous l'emprise du numérique. C'est autour de ce thème que les journalistes de Côte d'Ivoire, à l'instar de leurs confrères du monde entier, ont célébré la 29e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion pour le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire d'appeler les journalistes ivoiriens à s'adapter aux mutations liées au métier, notamment le numérique qui s'impose de plus en plus aux professionnels de l'information. Le journaliste doit comprendre qu'il doit faire sa mutation, c'est-à-dire la mutation numérique, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans la presse radiophonique, dans la presse audiovisuelle, en tout cas tous les médias où le journalisme est exercé, il est important pour nous véritablement de nous approprier de ce outil-là, qui est très important. La question de liberté de la presse demeure un défi majeur pour la Côte d'Ivoire. Même si des efforts ont été consentis pour améliorer la situation, les journalistes ivoiriens restent sur leur faim. Au titre des interpellations et des violences exercées contre les journalistes, mesdames et messieurs, il y a encore du chemin à faire. Les agressions contre les journalistes de la part des forces de l'ordre, des mouvements de jeunes dans le milieu politique, universitaire, notamment en marge des manifestations, continuent. Cela témoigne de la nécessité de poursuivre la sensibilisation des populations aux droits des professionnels de l'information. Au titre des lois, des décrets et autres décisions souhaitées par les acteurs du secteur des médias de la part du gouvernement, en vue d'aider à la résolution de certaines difficultés, les organisations professionnelles des médias, par ma voix, tout en saluant la bonne volonté de l'État de Côte d'Ivoire, restent sur leur faim. Du côté du ministère de la Communication, des médias et de l'économie numérique, plusieurs initiatives sont en cours pour la transformation de l'environnement des médias en général et la régulation du secteur de la presse numérique en particulier. C'est afin de prendre en compte le numérique comme support de développement indispensable de l'écosystème des médias que nous portons un projet de transformation du cadre réglementaire du dispositif d'aide publique aux médias afin qu'un appui plus institutionnel et plus renforcé soit accordé aux médias numériques. Selon le classement de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire est passée de la 66e à la 37e place de 2021 à 2022 pour les questions de la liberté de la presse sur 180 pays. C'est donc une belle avancée pour la Côte d'Ivoire qui est donc 37e dans le classement Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Elle se positionne ainsi devant les États-Unis, le Ghana ou encore l'Italie, même si de nombreux défis restent à relever selon des patrons des médias rencontrés par Mardoché Kwasi et Harouna Zeba. De la presse papier au numérique, en passant par l'audiovisuel, les médias ivoiriens sont confrontés à de réelles difficultés. Si certains tentent de survivre en s'adaptant tant bien que mal à la situation, d'autres par contre ont dû mettre la clé sous le paillasson. La très longue cohabitation que l'on a eue entre la TNT et le signal analogique qui nous a obligés donc à nous adapter et cela n'a pas été sans conséquence. La deuxième, ce serait donc la taille du marché publicitaire qui n'a pas encore réussi à s'adapter à l'arrivée des nouvelles chaînes. Quand on sait que ces chaînes-là ne vivent que de publicité à 100%, vous comprenez donc l'état dans lequel nous sommes.
Au niveau des radios de proximité, la première des difficultés, c'est déjà la formation. Si on n'avait pas de bons agents bien formés, il sera difficile de faire de très bonnes émissions. L'autre chose également, c'est le statut de ces agents-là qui se trouvent dans les radios de proximité, qui pour certains travaillent dans des conditions très difficiles et qui ne sont pas rémunérés, ne serait-ce qu'au SMIC. Mais au-delà de ça également, il y a le fait que nous avons du matériel vétuste dans nos radios. Il y a d'abord le défi de l'adaptation, parce qu'il faut désormais pouvoir s'adapter à ce nouveau mode de communication. Et qui parle d'adaptation parle également d'un modèle économique. Donc, parlant de modèle économique, donc on parle de rentabilité. Et parlant de rentabilité, on parle d'offres éditoriales. Il y a une crise, on va dire, entre les journaux et les lecteurs. Bon, au-delà de ça, il y a le fait aussi que les habitudes de consommation ont radicalement changé. Pour assurer la pérennité de leurs médias, face à ces difficultés, les patrons de ces entreprises de presse ont de nombreuses attentes. Que l'État, d'abord, comprenne l'importance qu'il y a d'avoir une pluralité de chaînes, d'opinions qui s'expriment, que les téléspectateurs comprennent l'intérêt qu'il y a d'avoir toutes ces chaînes qui sont arrivées et donc de nous accompagner, d'assurer aussi pour le public de nous pousser à travers les audiences. La dernière chose que je demanderais, c'est la patience. La patience à la fois de l'autorité des régulations, mais des téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui ces chaînes sont nouvelles, l'environnement est nouveau. Nous travaillons à professionnaliser le métier de l'audiovisuel. On dit merci au FSDP qui nous appuie dans la formation, mais que cette formation-là puisse s'étendre à l'ensemble des acteurs des radios. Au niveau du gouvernement également, c'est de faire en sorte qu'elle n'a plus de conséquences à apporter à ces radios-là. Attirer l'attention donc de nos responsables et sur la nécessité de prendre ces agents-là en compte. Il faut accompagner cette migration avec la formation parce que l'utilisation des outils ne sont pas les mêmes. Ce sont des nouveaux médias, ce sont des nouveaux outils auxquels nous sommes confrontés désormais dans la pratique quotidienne de notre métier. Le gouvernement ivoirien dit être conscient de ces difficultés et s'attelle à les juguler. C'est à nous de prendre toutes les dispositions afin que vous vous sentiez libre de vous exprimer. L'engagement du président de la République, le président Alassane Ouattara et de son gouvernement, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, en faveur d'une presse et des médias libérés de toute forme d'emprise est pour nous irréversible. L'édition 2022 de la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée ce mardi autour du thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Elle se poursuit le 12 mai prochain autour d'un panel à la Maison de la Presse au Plateau. Au Plateau, quartier des affaires, mais aussi dans toutes les communes d'Abidjan, les travailleurs ont repris du service ce mardi. Après un long week-end marqué par plusieurs célébrations, l'heure de reprendre le chemin du bureau a sonné très tôt ce matin. Nedja Edjar, Tanguy Conan. Mairie de Port-Bouët ce matin. Après plusieurs jours de pause, en raison des différents jours fériés, Julie Akachi est ravie de reprendre le service. Vu qu'on doit venir badger à 7h30, j'ai eu le temps de vite me réveiller pour être là à 7h20 pour badger rapidement. Je suis contente de reprendre, de revoir les amis, tout ce que je n'ai pas vu par rapport à la fête du travail. Comme elle, les quelques 400 employés de cette administration ont répondu présents pour la reprise. Ici, on a le temps de vérifier la présence de nos agents à partir de la badgeuse. Donc ce matin, on a constaté l'effectivité de la présence de tout le monde dans les services. Entre réunions et services aux usagers, ici, pas de place à la lourdeur dans l'exécution des tâches après ce long week-end. La mairie de Port-Bouët est engagée dans la démarche qualité, ce qui nous a inculqué davantage la conscience professionnelle. Donc ça fait que depuis 7h30, chacun à son poste. Le maire, il est là lui-même depuis 8h. Je suis légaliser le diplôme de mon fils. Il m'a dit de passer dans 1 heure, 2 heures du temps avec eux. J'étais allé faire des courses. C'est maintenant je suis venu et j'ai obtenu un papier. Même constat dans le secteur privé. Ce chef d'entreprise immobilière, spécialisé dans le coaching et l'investissement, est à son bureau depuis 8 heures ce matin. Après vérification des mails, il se met en route pour une visite de chantier. C'est important de reprendre parce que le repos c'est bon, mais c'est le travail qui fait avancer. C'est le travail qui fait qu'on a le temps de se reposer. Une première étape qui ouvre une journée bien remplie. Aujourd'hui, ce matin, il y avait la visite de ce site. Cet après-midi, on a d'autres visites dans la zone cette fois-ci de Bingerville. Quand le week-end est long comme ça, après tout s'entasse parce qu'on doit répondre à toutes nos obligations. Du côté du transport, la reprise des activités professionnelles se fait également ressentir.
Le long week-end, l'activité était timide. On peut dire qu'on était à 50% de ce qu'on a comme véhicule d'habitude. Mais depuis ce matin, très tôt ce matin, on a senti les rangs ont commencé à se constituer et le parking était vraiment plein. Notons que 3 célébrations importantes se sont succédées au cours de ces derniers jours. Il s'agit notamment de la Nuit du Destin, de la célébration de la fin de Ramadan et la fête du travail. La fête du Ramadan qui a été de très courte durée pour les habitants du quartier Les Oliviers de Cocody de Plateau et pour cause, l'explosion d'une bouteille de gaz qui a déclenché un incendie ravageant sur son passage plusieurs maisons. Si aucune perte en vie humaine n'a été dénombrée, 3 blessés en situation critique sont à déplorer. Saïdi Mamadou, Mathurin Badé. Hier encore, Soraya habitait ici. Sa fête de Ramadan ainsi que celle du quartier Les Oliviers des Deux Plateaux a tourné au drame. Un coup, j'entendais un bruit qui a éclaté, boum! Toute ma maison, toutes les affaires qui étaient dedans, c'est tombé. J'ai dit, mais c'est quel tremblement de terre? J'ai même à tête dehors, j'ai vu une bouteille de feu et gaz qui a allumé. Sur place, il y a une fille qui a sauté en 4 pattes, qui a sauvé ma maman, ma maman est dedans. Lorsqu'elle criait, je ne pouvais même pas rentrer, donc j'étais obligé de passer par derrière. Moi, à mon sens, quand ça a éclaté, ça a démonté tous les toits. Donc c'est par arrière maintenant, j'ai pu sauver la dame. Bilan, 3 brûlés graves, évacués au CHU de Treichville et plusieurs maisons dévorées par les flammes. Surpris par la vitesse de propagation des flammes, les habitants n'ont rien pu sauver de leurs biens. J'étais au travail. Bon, ma femme m'a appelé qu'il y a incendié dans la maison. Au moment que je suis arrivé, je ne peux pas rentrer. Donc, mes enfants, j'ai cherché les enfants seulement. Je cherche plus le matériel. Donc, au moment que j'ai trouvé les enfants, ils étaient dehors. Tout ce qui a matériel dans la maison, tout l'équipement de la maison. Mais mes enfants, leurs papiers de l'école, tout ça, c'est ça que les gars sont en train de filmer. Tout est bafoué. Ça me fait 30 ans, tout est parti. 30 ans, c'est parti. La furie des flammes ne s'est pas arrêtée à la dizaine de maisons en bois. Quelques bâtisses environnants sont aussi partis en fumée. L'incendie est venu, donc à ce moment, on ne pourrait pas rentrer. Les sapeurs-pompiers sont venus vers moi pour avoir fait ce qu'ils peuvent faire un peu. Voilà, mais chez moi, en tout cas, les feux n'ont pas touché quelqu'un, c'est les matériels seulement, les feux à brûler. Des procédures de recensement de personnes sinistrées ont été engagées par les autorités communales et coutumières. Les victimes espèrent de l'aide. Ce drame est arrivé hier, à partir de 11h, quand on a quitté à la prière. J'ai fait le recensement, la mairie est venue, j'ai fait le recensement, je leur ai mis. Ils disent qu'ils vont m'appeler, bon, ils ne m'ont pas encore appelé, qu'ils vont venir, mais ils ne sont pas encore arrivés d'abord. On entend un soutien fort pour aider les victimes. Bon, présentement, il y a 3 même qui sont au CHI. Bon, de suite même, j'ai appelé là-bas, on dit qu'ils ont donné ordonnance même pour aller payer. Bon, ils n'ont pas l'argent. Cet incendie est le 2e du genre en moins de 2 mois dans ce quartier. Et nous apprenons ce mardi la douloureuse disparition du général de division Grégoire Touvouli Bizogbo. Il était le commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 2000 à 2005. Dans la nuit d'hier aujourd'hui, il a donc définitivement déposé les armes dans une clinique privée d'Abidjan depuis son départ du palais présidentiel où il était le chef d'état-major particulier de l'ancien président Laurent Gbagbo. Touvouli Bizogbo était très actif dans le développement de sa région, la Maraoué. Je vous le disais en titre, le problème des effondrements d'immeubles persiste à Abidjan. Une famille a évité de justesse un drame dans la commune de Yopougon. C'était la semaine dernière. Elle lance un appel aux autorités compétentes dans cet élément de Timé Danger et Harouna Zeba. Abidjan-Yopougon, aux encablures du Carrefour Sable, vit depuis 3 décennies maintenant cet opérateur économique. Depuis peu, il a le sommeil troublé. En cause, ce chantier contigu, qui passait le cap de la menace, dénude désormais sa salle de bain. Dans son regard hagard, se lit le désarroi. C'est la douche principale de ma chambre, qui avait le même niveau de terrassement que sa maison. Aujourd'hui, je suis à 7 mètres de lui. Il a fait un terrassement de plus de 7 mètres de profondeur.
mettant en danger ma fondation, déchausser ma fondation, casser ma fondation, la maison est en train de céder. À côté, la chambre des enfants fissurée, en sursis. La maison continue à chaque instant de s'affaisser. Ici, il n'y a plus de chambre. Vous comprenez, il y a un pan de mur par l'arrière qui est couché sur ce panneau-là. C'est pour ça qu'il n'a pas encore cédé. Un état de grâce dont un pan de la cuisine n'a pas bénéficié, emportant dans sa chute des affaires rangées dans des placards mis à nu. Voilà ce qui l'a provoqué. Les affaires de madame, les placards, tout est tombé par derrière. Il y a encore même des assiettes par l'arrière. Les thermos, mon micro, tous les accessoires sont tombés. À l'arrière, des débris attestent du vent d'effondrement qui souffle sur les lieux. Vous voyez le décapage qui se fait tout seul, parce que l'immeuble s'est incliné, montrant ma fondation de l'immeuble aux yeux de tous. Si l'immeuble contigu tient provisoirement debout, ses habitants, eux, ont plié bagages, évacués nuitamment par les sapeurs-pompiers. Parmi les évacués d'urgence, ce locataire de retour pour récupérer les dernières affaires. On a été surpris aux environs de 22h. On a entendu un fort bruit et c'était l'édifice de derrière notre bâtiment qui s'est écroulé. Les pompiers sont arrivés. Aux environs de 1h, ils nous ont sommé de quitter le bâtiment. On prend juste ce qu'on peut et puis bon, essayer de se mettre quelque part à l'abri. Non encore remis de ses émotions, tout comme le propriétaire du bâtiment sinistré. Il interpelle les autorités compétentes sur le danger causé par ce chantier contigu. Le bâtiment n'était pas en danger. C'est son emprise qui est venue nous mettre dans cette situation. On interpelle les autorités de notre pays, bien évidemment, pour le travail qu'ils sont en train d'abattre, mais je pense que sur ce côté-là, ils vont plancher pour que de telles choses ne puissent pas se répéter. Nous avons un bâtiment qui menace de s'écrouler. Nous avons ici un bâtiment qui s'est déjà écroulé. Et vous continuez à prendre le risque de faire travailler les enfants des gens en bas sans une sécurisation. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Nous demeurons tous égaux en droit. Je veux que justice soit faite. Flanc avant. À l'entrée, ce panneau de chantier. Seul hic, l'absence du bureau de contrôle. Un défaut qui aura induit l'arrêt des travaux par le ministère de tutelle. Contacté pour en avoir la certitude et surtout leur part de vérité, l'entrepreneur Michael Gano et le propriétaire de l'immeuble Dakroub Shafik disent s'en remettre à la justice saisie du dossier. En attendant, l'immeuble voisin impacté reste dans la hantise, du coup, qui va le terrasser totalement. Et puis avec la saison des pluies, les pistes rurales se dégradent fortement avec des villages parfois coupés des zones de production agricole. Pour faire face à ce problème, des fêtières d'organisations agricoles s'organisent afin de reprofiler les pistes villageoises endommagées. Les précisions de Pierre Dipomela. La saison des pluies donne du fil à retordre aux transporteurs des produits agricoles en zone rurale. Il faut braver les routes boueuses et les ponts de fortune pour acheminer les récoltes vers les marchés. Les populations des zones forestières, zones de production d'EVA et de café-cacao sont les plus impactées à cause de la pluviométrie relativement plus élevée par rapport au reste du pays. Des fêtières agricoles telles que l'APROMAC, Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, et le Conseil café-cacao réhabilitent au profit des communautés villageoises plusieurs centaines de kilomètres de pistes rurales dans les régions de forte production d'EVA et de cacao telles que Soubré, Dabou, Sassandra, Mans et Gagnoa. Fraîchement dit, avant là seulement la route était mauvaise. Quand même, on ne peut pas aller ici. Ici, plus seulement, on ne pouvait pas rentrer. Jusqu'à quand on dit, ils sont arrangés la route. Allez là, nous, mais on roule un peu, on est à l'aise maintenant. Pour l'année 2021, c'est environ 1,5 milliard de francs CFA qui a été investi dans les pistes par les fêtières de l'EVA Culture de Côte d'Ivoire. Nous avons dû prendre sur nous d'ouvrir une dimension entretien des pistes d'accès aux plantations d'EVA pour que nos planteurs n'aient pas à se plaindre en ayant eu de belles plantations, mais du fait d'être en proie à des difficultés pour évacuer leur production. D'où notre troisième programme que nous appelons programme d'entretien et de réhabilitation des pistes d'accès aux plantations d'EVA. Nous le faisons en addition de l'effort de l'État et nous savons que l'État est très sollicité et si nous ne prenons pas nos responsabilités, nos mandants vont nous en vouloir parce qu'on les aura aidés à créer des plantations. Mais on ne les aide pas à gagner de l'argent parce que le produit reste en brousse. Même s'il ne pourrit pas, mais il ne sert à rien puisqu'il ne permet pas aux planteurs de gagner de l'argent. Le Conseil café-cacao est également engagé dans ses actions citoyennes en faveur du monde paysan à travers le reprofilage lourd et la réhabilitation des ponts de fortune. Des actions qui ont un fort impact économique et social sur les communautés bénéficiaires. Comme la campagne
Café Cacao commence en octobre. Donc juste avant, à partir de septembre, nous commençons le programme d'entretien des pistes. Sur la période 2012 à 2021, on a à peu près 10 700 km qui ont été réhabilités et entretenus. L'impact est d'abord économique et social. Économique, puisque avec la réhabilitation des pistes, le délai de parcours est réduit. Donc ça permet l'évacuation de la production, non seulement de café cacao, mais des productions vivrières. Et au niveau des transporteurs, ça diminue leur coût d'exploitation. Donc ça permet aux populations de se déplacer plus facilement. Maintenant, au niveau social, ça permet l'envoi des matériaux de construction. Donc ça permet le développement du village avec la construction des centres de santé, des écoles. Au-delà de l'accompagnement des planteurs, ces deux entités, par des actions de développement, ont fait des émules. Plusieurs coopératives agricoles essaient aussi d'impacter socialement les communautés à travers des constructions des infrastructures scolaires et sanitaires. Dans l'actualité sportive, 24 heures avant la passation de charge avec la nouvelle équipe dirigeante, la présidente du CONORFIF, Mariam Daougabala, a dressé un bilan de sa présidence. Les audits, la gestion des équipes nationales ou encore la dernière assemblée générale étaient au cœur de son rapport. Salifia Lekoué, Mathurin Badé. En activité depuis janvier 2021, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a achevé sa mission le samedi 23 avril dernier avec la mise en place de nouveaux organes à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée à Yamoussoukro. À la veille de la passation de charge avec le nouveau comité exécutif piloté par Yacine Idriss Diallo, celle qui a géré le football ivoirien durant ces derniers mois était face à la presse. Un objectif, passer en revue les grands axes de sa gouvernance. Des audits à l'équipe nationale en passant par la dernière assemblée élective de Yamoussoukro, Mariam Daougabala a dressé un bilan de son passage à la FIF. Ce qu'on fait de cet audit, c'est ceux qui sont destinataires, qui ont le devoir ou l'autorité pour, prendre les mesures qu'il faille, etc. À terre, vous avez les clubs, vous avez le ministère de tutelle, vous avez la présidence, vous avez la FIFA et vous avez la CAF. Voici les destinataires des audits. Donc c'est eux qui peuvent, à un moment ou à un autre, utiliser cet audit pour, faire ce qu'ils pensent être bon à faire. Le renouveau du football ivoirien est possible si tous les acteurs acceptent qu'il faut aller au renouveau du football. Je pense que le temps n'est plus aux guéguerres de clans. Le temps est à construire un football performant. L'élection du président n'est pas sous réserve. Okay. Aujourd'hui, ce qui est sous réserve, ce sont les membres du COMEX. D'accord. Dont les résultats de l'analyse d'intégrité est attendu dans les semaines qui suivent. Pour moi, ça a été un parcours, je l'ai appelé une odyssée palpitante, tumultueuse, mouvementée. Nommé en décembre 2020 par la FIFA, à la suite des dissensions entre les acteurs du football ivoirien en plein processus électoral, le comité de normalisation avait entre autres pour mission de toiletter les textes de cette fédération, d'organiser des élections à la tête de la Maison de Verre de Treichville. À l'étranger, au Mali, la junte au pouvoir rompt ses accords de défense avec la France et avec l'Europe. Dans une déclaration, elle fustige une atteinte flagrante à sa souveraineté nationale et de multiples violations de son espace aérien de la part des forces françaises. Les détails de Pierre Dipomélin. Cette dénonciation des accords de défense, qui lie le Mali à la France, à la télévision publique par le porte-parole de la junte, met à exécution une menace agitée depuis des semaines. C'est une nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre les autorités maliennes, dominées par les militaires, et les forces françaises, dans la lutte contre les djihadistes. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France, eu égard à ses insuffisances graves, ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1.
Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014, le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba. La dénonciation de ces accords soulève des questions quant à ses répercussions sur le retrait en cours notamment de Barkhane, annoncé en février, en point d'orgue, à des mois d'escalade des tensions. Cette importante et dangereuse opération, après 9 ans d'engagement depuis 2013, est censée s'échelonner sur 4 à 6 mois. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.